à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus jusqu'ici en ce dimanche pluvieux. Merci surtout au Bonjour Madame de nous accueillir. C'est vraiment trop cool. Nous, on est les Invertis. On est un collectif trans, pédéguine, anticapitaliste et antifasciste. Aujourd'hui, on voulait pouvoir prendre le temps de se poser pour parler de fond. On va faire deux petits points qui vont durer à peu près 30 minutes, un petit peu moins. Excusez-moi, ça fait très peur de parler en public, mais j'y arrive. Et donc, on va faire deux petits points d'une demi-heure, et après il y aura un temps de prise de parole, donc quand vous voulez parler. Enfin, premier point, une demi-heure, puis prise de parole. Deuxième point, une demi-heure, puis prise de parole. Et je prendrai les tours de parole, donc vous me faites un petit signe si vous voulez parler, et après on vous donne la parole et on vous distribue un micro. Le premier s'appelle Un spectre entre l'Europe, l'odeur du poppers, qui va en gros parler de l'oppression des LGBTI sous le capitalisme. Et le deuxième va s'appeler Inverti et mouvement ouvrier, good luck and don't fuck it up. Pardon pour mon anglais, je donne tout. Et qui va parler de l'histoire du mouvement LGBTI et du mouvement ouvrier. Et voilà. Et donc je vais maintenant laisser la parole à Tariq, Tiffaine et Leda pour ce premier point. Et voilà, moi je m'appelle Jules, enchanté. Alors, est-ce que ça... Sinon, prends-le. Allez, on va. Ok, c'est bon, ça. Oui, donc on va faire notre topo, il s'appelle Un spectre hante l'Europe, l'odeur du poppers, qui va donc parler de l'oppression des LGBT sous le capitalisme. En fait, nous, on va parler en gros de comment on peut penser l'oppression des LGBT sous le capitalisme et pourquoi c'est important de penser notre place qui est spécifique, nous les LGBTI, dans ce système. Nous, on est... en fait, l'histoire, c'est la lutte des classes, et là-dedans, les questions LGBTI, elles ne sont pas marginales, et si nous, on est ramenés à cette marginalité, c'est parce que numériquement, on représente peu. Aujourd'hui, les Gwyn et les PD, ça représente 1 voire 2% de la population, alors que dans d'autres sociétés, il y a beaucoup plus d'individus qui ont des rapports homosexuels dans leur vie. Si on est une minorité numérique, c'est pas parce qu'on est amené naturellement à être hétéro, et c'est ce qu'on va essayer de montrer par ce topo, mais c'est bien parce que les conditions sociales nous produisent et qu'on est des êtres sociaux. On est une minorité à la fois parce qu'on vit dans une société capitaliste qui a institutionnalisé le fait d'être hétérosexuel, et qu'avec cette institutionnalisation vient l'oppression. Et c'est ça dont on va parler dans le topo. Il faut aller à l'encontre de l'idée que les LGBTI-phobies, ce serait qu'une discrimination qui vogue dans la société, qu'on ait des trucs chelous que des gens connaissent pas, et que, en gros, ce qui nous fait peur, c'est qu'on est des... Enfin, c'est ce qui nous est étranger, quoi. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas chelou, et on n'existe pas en dehors de la société. On existe dans cette société qui nous produit. On fait partie de la société, et même plus que ça, donc on est construit dans cette société par ce système-là. Et les LGBTI-phobies, elles sont centrales dans la reproduction de la société, car le capitalisme, il a besoin d'opprimer les transpédéguines. Nous, au collectif des Invertis, on est marxistes. Ça veut dire qu'on prend comme point d'analyse de la société les rapports de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la façon dont la société, elle va s'approvisionner en nourriture, en vêtements, en logement, et la façon dont elle se reproduit, donc le fait d'enfanter. Si cette façon d'analyser la société, elle est pertinente pour nous, les LGBTI, c'est parce qu'on y occupe une place qui est un peu particulière, et qu'il est essentiel de comprendre cette place pour pouvoir penser notre émancipation. En fait, cette organisation de la société capitaliste, elle est basée sur l'exploitation des individus, quels qu'ils soient, tout type d'individus. Pas toujours de la même façon, mais en tout cas l'exploitation de tous les individus. Même s'il y a des différences dans la façon dont les individus sont exploités, c'est de ça aussi dont on va parler. Elle est aussi basée, en plus de l'exploitation des individus, sur l'institutionnalisation de l'hétérosexualité. Et donc nous, ça nous concerne, on le voit à deux niveaux. C'est déjà en tant qu'individu exploité par le travail,
quelle que soit la façon dont c'est mené, et puis en tant que déviant de la norme hétérosexuelle. Donc ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est en fait, c'est quoi cette place-là qu'on occupe qui est si particulière? Bon, vous connaissez ce fameux slogan « Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants ». Nous, on a un autre slogan qui est « Un papa, une maman, c'est comme ça qu'on ment aux enfants ». Parce qu'en fait, pour fonctionner, le capitalisme, il a développé des institutions sociales qui sont conditionnées par l'infrastructure économique. La famille, ça fait partie des institutions que le capitalisme il va développer pour utiliser et maintenir son système économique. Et donc se maintenir lui-même et se reproduire. Et en fait, on va dire la chaîne de production du capitalisme, elle roule et elle fonctionne, quoi, en gros. Mais du coup, quel est le rapport en fait entre l'économie et la famille? En fait, Marx, il analyse la reproduction de la force de travail quotidienne et intergénérationnelle, le fait d'enfanter. Il ne théorise pas l'assignation du travail reproductif comme étant la base de l'oppression. Il écrit d'ailleurs que le capitaliste, il a en gros, il dit, je cite dans le Capital, pas de souci à se faire, qu'il peut faire confiance à l'instinct de survie et à l'instinct sexuel des travailleurs. Bon, penser ça comme ça empêche de voir la reproduction comme produisant de valeurs fondamentales dans le système capitaliste, mais surtout comme étant un construit social. On a l'impression qu'en fait, enfanter, c'est naturel. Et c'est pour ça que les féministes marxistes, notamment Lise Vogel, dans les années 80, elles vont tenter d'aller au-delà et de pousser ces théories-là. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de la reproduction sociale. Cette production particulière, elle comprend donc la reproduction quotidienne de la force de travail. Donc en fait, il faut bien comprendre que pour pouvoir aller au travail tous les jours, quel que soit notre travail, et ben en fait, il faut être nourri, logé, soigné, avoir eu des loisirs, parce qu'en fait, tout simplement, sinon on meurt et on ne peut pas retourner au travail tous les jours. Et donc le capitalisme, il a besoin de cette reproduction quotidienne de la force de travail. Et puis, il y a la reproduction intergénérationnelle, parce que, évidemment, en fait, on ne pop pas dans une société comme ça, à 18 ans, prêt à travailler de façon fonctionnelle. D'abord, on a été mis au monde, on a été élevé, on a été nourri alors qu'on ne produisait aucune valeur. Et donc ça, c'est la reproduction intergénérationnelle. C'est le fait d'enfanter et d'élever les enfants. Cette reproduction-là, elle est exercée à la fois dans la sphère productive et salariée traditionnelle, donc par exemple les crèches, les écoles, les maternités, et puis à la fois dans la sphère privée, domestique, c'est-à-dire la famille. Et c'est pourquoi, en fait, on doit analyser cette reproduction, c'est parce qu'elle fonde matériellement l'oppression et l'exploitation à la fois des femmes et des LGBTI. Si la famille, elle joue un rôle qui est si essentiel et qui est à promouvoir pour les capitalistes, c'est parce qu'elle est indispensable donc, pour s'assurer la reproduction de la force de travail, donc on l'a dit, se nourrir, se soigner, etc. Et ça, en fait, en réalité, dans la société, qui l'occupe, c'est plutôt les femmes. La reproduction au sein d'héritage, donc c'est pour ça que la famille est importante, en fait, c'est pour assurer le fait que la reproduction des classes sociales, le fait que les hommes transmettent à leurs enfants, et bien leurs enfants et pas les enfants des autres, leur héritage. Et puis la reproduction intergénérationnelle, donc enfanter et élever les enfants. Et pourquoi, en fait, on pourrait tout à fait imaginer que ça se produise sans la famille. Mais en réalité, non. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, y a une question de reproduction et d'oppression qui est essentielle à comprendre. Déjà, en fait, la reproduction biologique, on pense que ça va de soi, et c'est en partie ce qu'il disait Marx quand il dit que le capitaliste, il peut se fier à l'instinct sexuel et à l'instinct de survie des travailleurs. En fait, on a l'impression que c'est tout à fait biologique, en fait. C'est tout à fait naturel de se reproduire et de faire des enfants, alors qu'en réalité, pas tant. Et l'espèce humaine, particulièrement, on est une espèce qui est peu féconde. En fait, à l'âge le plus... En fait, c'est donc les femmes qui sont les plus fécondes entre 20 et 25 ans, avec des périodes d'ovulation qui sont courtes, de moins d'une semaine, qui ne sont pas repérables par des signes extérieurs. Et à chacune de ces périodes fécondes, qu'on nomme donc cycle d'ovulation, les chances d'aboutir à une grossesse, elles sont que de 20% dans la période maximale, et puis elles tombent à 12% passé 35 ans. Donc en fait, c'est très peu. Donc, pardon pour la comparaison, mais par exemple, la vache, à titre d'exemple, il y a 75% de probabilité que ça marche avec une insémination artificielle en un seul coup. Alors que chez les humains, il faut 3-4 cycles avec 3 inséminations, et chacune réalisée en période fertile. Donc on comprend bien que la probabilité de concevoir en une seule fois, en fait, elle est très faible. Si on ajoute à cela, par rapport à d'autres espèces, une gestation qui est particulièrement longue, de 9 mois, et puis surtout une période où
l'enfant pour avoir des organes qui lui permettent, donc à la fois vitaux, intellectuels, de se débrouiller tout seul, c'est très très long chez notre espèce. Donc entre chaque accouchement, il y a des longues périodes creuses où en fait on ne peut pas se reproduire. Et puis c'est sans compter que par le passé, il y avait une mortalité infantile qui était assez importante et que donc il fallait maximiser le nombre de grossesses dans ces périodes-là de fertilité. Donc pour se reproduire, pour l'espèce humaine, en fait, c'est pas si évident et c'est pas si simple. Et alors que la reproduction intergénérationnelle, elle est essentielle parce qu'en fait, s'il n'y a plus d'enfants qui naissent, il n'y a plus de travailleurs sur le marché. Donc pour ça, il faut garantir le maximum d'exposition au coït. Et pour assurer le maximum d'exposition à ça, il faut, et au risque de grossesse, c'est l'hétérosexualité institutionnalisée par le mariage. Donc en fait, les femmes, elles ne sont pas biologiquement enclines à se reproduire, mais elles y sont contraintes. Et le fait d'être hétérosexuel et cisgenre, ça apparaît alors comme une nécessité sous le capitalisme pour maintenir les inégalités entre les classes sociales. Il y a des exceptions individuelles qui sont acceptables, c'est OK qu'il y ait des LGBTI, mais ça doit rester minoritaire. Parce que globalement, la norme, il faut que ce soit d'être cis-hétéro. Il faut que la majorité des gens le soient. Et l'hétérosexualité et l'appartenance au sexe biologique, elle est ainsi vendue comme la norme standard, alors qu'elle est en réalité un instrument de pouvoir. Les personnes LGBTI, donc nous, on est perçus comme une menace potentielle, capable de briser les différents types de reproduction, donc quotidienne, générationnelle, parce que justement, on sort de ce cadre-là de la famille et de la reproduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, la famille, c'est pas seulement problématique, ou c'est pas seulement un truc dont nous, on sort, mais en fait, et comprendre pourquoi c'est un truc qui est vendu et auquel, en fait, on y est contraint, c'est que la famille, c'est le lieu le plus dangereux au monde pour les femmes. En fait, pour les femmes âgées de 15 à 50 ans, la violence masculine, ça reste la première cause de mortalité, et en fait, elle s'effectue dans les sphères familiales. Donc pour nous, les LGBTI, et pour les femmes, la famille, c'est un lieu qui est violent, et c'est un lieu qui est dangereux, et pas seulement violent au quotidien, c'est réellement dangereux. Et donc pour se libérer de l'oppression, et c'est pour ça que c'est important de l'analyser sous cet angle-là, c'est que les LGBTI et les femmes doivent en finir avec le modèle de la famille bourgeoise, et donc avec la famille tout court, et cette contrainte à l'hétérosexualité qui n'est pas un choix libre. Et donc nous, c'est pour ça qu'on dit un papa, une maman, c'est comme ça qu'on mange aux enfants. Je vais maintenant passer la parole à Leda. Oui, genre maintenant, cette deuxième partie, on va plus comprendre comment le capitalisme, en fait, il essaye de s'adapter aux LGBTI, parce qu'on voit que là, apparemment, c'est vraiment une menace à la reproduction du système, de se dire que, il y a des LGBTI qui puissent exister. Et en plus de ça, en fait, les LGBTI, c'est pas une classe en soi, et on vit pas tous et toutes les mêmes conditions de vie. Donc, ce qui forme collectivement les LGBTI, c'est qu'on est un groupe qui tend à être opprimé. On n'est pas subversif en soi. Donc je prendrais juste il y a des LGBTI qui sont bourgeois, et je vais juste prendre l'exemple de Caitlyn Jenner, par exemple, qui est la belle-mère de Kim Kardashian, et qui est trans, et qui a appelé à voter Trump. Et pareil, au FN, on sait qu'il y a pas mal de gays aussi. Et donc, même si on ne forme pas une classe sociale, on forme un groupe social spécifique qui tend à être éloigné des moyens de production, des moyens de reproduction. Et c'est en ça qu'on est assez homogène. Parce que malgré le fait qu'elle fasse partie de la grande bourgeoisie, Caitlyn Jenner, par exemple, un jour, elle s'est fait violemment agresser à cause d'un transphobe. Et genre, c'est pareil pour le FN. Je pense pas que quand le FN a appris que Philippot était gay, ils ont fait une coming out party, quoi. Donc tout ça pour dire que les LGBTI, on n'est pas assigné à un rapport d'exploitation de soi, comme par exemple le salariat ou l'esclavage, mais qu'on tend à être opprimé dans la société. Donc pour reprendre un petit Tiffen, les LGBTI, ça dérange le fonctionnement du capitalisme, parce qu'on va à l'encontre justement de sa reproduction. Pour reprendre un peu les termes du phare, les hommes ne deviennent pas des mâles inséminateurs phallocrates, les femmes, elles n'ont pas vocation à être hétérosexuelles et à enfanter, et il y a certains qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe assigné, et il y en a d'autres qui naissent aussi avec des variations intersexes. Donc c'est en ça que ça représente vraiment une menace à la reproduction du capitalisme. Et là-dedans, en fait, le capitalisme, il cherche à s'adapter à nous, il s'adapte différemment selon si on est trans, PD, gwyn ou inter. Donc ça, c'est pas nouveau, ça c'est vraiment une caractéristique du capitalisme
de s'adapter à ce qui est déjà là, à toutes les contradictions qu'il y a dans la société. Genre par exemple avec le street art, je sais pas, par exemple Banksy il peint plein de messages anticapitalistes sur les murs, et le marché de l'art il chope ses œuvres, il les vend à des millions ensuite. Donc le capitalisme, avec son exigence de faire du profit, il s'adapte à ces contradictions, et en plus de ça il cherche à diviser les travailleurs. Parce que du coup, dans la manière dont la classe laborieuse elle est produite différemment. Par exemple, la valeur de la force de travail d'un homme blanc, elle est différente de celle d'un homme noir. Et de même, la force de travail d'un homme gay, elle est différente de celle d'une femme trans. Donc le capitalisme, il a pu assigner les homosexuels à certains secteurs du travail, en même temps qu'il a exclu les trans du salariat. Donc c'est là aussi, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on voit vraiment l'importance de la famille dans nos conditions de vie, parce que c'est une institution qui est vraiment contradictoire. En même temps qu'elle nous opprime, on a un peu besoin, parce que si on connaît un rejet familial, c'est vraiment une précarisation importante de tes conditions de vie. Ça te pousse vers des économies informelles comme le travail du sexe, qui est quand même très important chez les LGBTI. Et autre que la famille, il y avait une autre instance de la reproduction sociale qui est très importante et qui façonne notre profession, c'est l'institution médicale. Donc, pour comparer avec les conditions des femmes, si on n'a pas l'avortement et si on n'a pas la contraception, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est un droit fondamental d'avoir l'avortement et la contraception. Parce que c'est compliqué de mener sa vie si on doit subir des grossesses non désirées, si on a comme seule solution l'avortement clandestin. Donc, dans la même idée, c'est compliqué de mener sa vie quand on doit transitionner et que la gratuité elle est conditionnée par un diagnostic psychiatrique. Donc je m'éloigne un peu du travail, mais et je parle de la sphère médicale pour deux raisons. D'abord parce que la sphère médicale, c'est vraiment elle qui s'est imposée et qui a voulu être un peu l'instance légitime à gérer les LGBTI. Et en plus de ça, elle a produit tout un savoir, enfin un peu un faux savoir, comme quoi les LGBTI, c'est vraiment quelque chose de pathologique, quoi. Et du coup, en ça, et c'est la deuxième raison, elle participe à biologiser les rapports sociaux et à nous faire croire qu'en fait, on est né à être exploité. Donc aujourd'hui, on connaît un peu une lente dépsychiatrisation chez les LGBTI, mais elle s'installe vraiment différemment. Genre aujourd'hui, les transétudes et l'intersexuation, elles subissent toujours fortement cette emprise médicale. Et par exemple, juste pour prendre un exemple, c'est qu'en 2016 que le changement d'état civil il est ouvert à modification sans preuve médicale, donc sans preuve de stérilisation. Et aujourd'hui, il y a encore des tribunaux qui demandent ces preuves. Et si tu n'as pas ton changement d'état civil, c'est très compliqué pour toi d'accéder à un travail quand tes papiers ne sont pas à jour. Et pareil, les mutilations sur les enfants intersexes, elles ne sont toujours pas interdites. Et visiblement, à l'Assemblée nationale, ça fait toujours pas de débat, quoi. Donc le capitalisme, il tente de s'adapter aux LGBTI par la division, et en jouant sur cette division, comme un peu sur la question de l'écologie, il essaye de se montrer qu'il peut exister un capitalisme vert, et de même, il essaye de montrer qu'il y a un capitalisme rose, genre Nike qui fait des chaussures arc-en-ciel, ou alors des États comme le Brésil qui fait des grosses prides, qui se présentent gay-friendly, alors que l'espérance des personnes trans, l'espérance de vie des personnes trans au Brésil, elle est de 35 ans. Du coup, sur ça, je vais passer la parole à Tariq. Oh, yes, transition parfaite. Leda a parlé de travail, Tiffen a parlé de famille, et donc je vais parler de patrie, parce qu'en fait le triptyque pétainiste traditionnel, parce qu'en réalité l'extrême droite et le régime de Vichy est celui qui a le mieux compris le capitalisme et son fonctionnement, et donc on doit... dans cette optique-là, on doit placer les luttes LGBTI et les luttes transpédéguines dans des luttes internationalistes. Donc, pour revenir à Marx au début, il disait donc prolétaires de tous les pays, unissez-vous. À la dernière ligne du manifeste, l'international, donc la chanson des communistes s'appelle pas l'international pour rien, et c'est précisément parce que la notion de patrie et la notion de nation sont inhérentes au capitalisme.
Donc pourquoi les mouvements communistes et anarchistes se sont toujours placés sur un point de vue internationaliste, et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le premier point, c'est la solidarité internationale entre prolétaires. C'est le fait de dire, entre un travailleur, je vais donner un exemple, je ne sais pas lequel, iranien et un travailleur français, il y a plus de liens qu'entre un travailleur français et Bolloré, par exemple. C'est de dire qu'en gros, nos intérêts communs sont plus importants que les intérêts en tant que travailleuses et travailleurs sont plus importants que les intérêts nationaux. Et ensuite, il y a la question du processus révolutionnaire. Et donc, nous, puisqu'on est révolutionnaire, on pense tout de même qu'à terme, il faudra une révolution mondiale, globale, et abolir purement et simplement les frontières. Parce que, comme on le dit un slogan, les frontières, c'est l'arme des patrons. Et donc, je pense qu'il faut quand même revenir sur ce qu'est une frontière. Parce qu'en fait, c'est comme pour la famille, etc., c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est des frontières, il y en a eu, par exemple, à une époque, autour de Paris, il y avait des remparts qu'on fermait tous les soirs. Bon, aujourd'hui, ça paraîtrait aberrant de ne pas pouvoir aller, je sais pas, à Saint-Denis le soir. Et pourtant, aujourd'hui, il y a toujours des frontières entre les pays, mais elles ne sont pas naturelles, encore une fois, et on pourrait tout à fait imaginer un monde sans frontières. Et tout ça, pour le relier à la question des questions transpédéguines, c'est la question de l'homonationalisme. C'est-à-dire qu'à la fois le capitalisme et les extrêmes droites arrivent, du moins essayent, d'impulser l'idée d'un nous et d'un eux. C'est-à-dire d'un nous Occident qui serait donc homosexuel, LGBT, et d'un eux l'Orient qui serait intrinsèquement homophobe. Donc cet homonationalisme-là ne passe pas, ne résiste pas aux faits, puisque de fait, d'un côté, on sait que l'Occident n'est pas intrinsèquement pro-LGBTI, et que tout ce qu'on a aujourd'hui, ici et maintenant, c'est le fruit des luttes du phare, des luttes des GLH, de tous les groupes politiques qui ont bataillé, et qu'à l'inverse, dans l'Occident, on a été dans des camps de concentration. Quand on est sorti des camps de concentration, on était toujours pénalisé en France, et il y avait toujours des rondes de flics, etc. Que c'est pas automatique d'une sorte, et tout ce qu'on a, on l'a gagné par les luttes. Et d'un autre côté, on sait précisément que dans les pays du Sud global, en fait, il y a toujours eu des pratiques homosexuelles, homoérotiques, etc. J'ai plusieurs exemples en tête. Celui de l'Inde, qui était à revenir autour de 2014, est assez intéressant, parce qu'en 2014, il y a eu une dépénalisation, puis repénalisation. Christine Boutin s'en était félicitée sur Twitter. Et en gros, la question, c'était de rappeler à tout le monde que il y a eu un Kama Sutra homosexuel en Inde, bien avant que les colons anglais arrivent. Il y avait des notions de genre qui étaient différentes que les notions de genre occidentales que nous connaissons. Et pareil pour tout un tas de pays d'Afrique où les colons anglais sont arrivés donc avec les missionnaires pour imposer non pas l'homosexualité, mais l'hétérosexualité, la norme, papa, maman, etc. Et que cet imaginaire-là de la famille a été imposé à la fois partout en Afrique, mais aussi dans les imaginaires. C'est-à-dire que même quand on parle, par exemple, d'un homme préhistorique, on imagine la famille traditionnelle des années 60 américaines. On imagine les pierres à feu, papa qui tire maman par les cheveux. Et en réalité, ça, c'est pas quelque chose qui est de tout temps, qui a toujours été comme ça. Et ça, je pense que c'est assez important à dire. Et donc c'est pour ça qu'on considère que les luttes transpédéguines doivent être à la fois pour la régularisation de tous les sans-papiers, mais précisément aussi pour les sans-papiers qui sont persécutés, et se garder aussi d'être impérialiste dans la façon de penser les orientations sexuelles, les questions de genre, parce que de fait, ce n'est pas des questions impérialistes, ce ne sont pas des questions impérialistes, et
et que ça pose la question de qu'est-ce qu'on appelle homosexualité aussi, du modèle de l'homosexualité occidentale avec donc le passage par le coming out, la déclaration à la famille, puis ensuite peut-être une forme d'intégration, et ça c'est peut-être pour rentrer dans le débat qu'on aura ensuite. Est-ce que le capitalisme aujourd'hui n'est pas dans une phase qui est en train d'essayer d'intégrer les LGBTI dans la famille traditionnelle et dans le cadre de la famille traditionnelle? Est-ce que le fait du mariage, de la PMA, probablement de la GPA, etc., n'intègre pas les LGBT dans le cadre traditionnel? Et du coup, comment on lutte sur ça, et qu'est-ce qu'on en dit? Voilà, on va finir avec ça. Ce qu'on peut dire, c'est que, pour citer encore une fois le phare, le plus grand problème de l'hétérosexualité, c'est qu'ils nous font et qu'ils nous feront encore, et que ce sont les premiers producteurs de LGBTI dans le monde. Et si cette société ne nous convient pas, la structure de la société ne nous convient pas, la société donc ne nous convient pas non plus, et par conséquent, la seule position possible est une position révolutionnaire. On va s'arrêter là pour le topo et on va engager la discussion. Je fais juste une annonce en plus, parce que les invertis, c'est des pink blocs dans les manifs, c'est des topos comme aujourd'hui, mais on a aussi un blog qu'on tient, donc, notamment sur Mediapart, et où on met des articles à la fois de différentes ressources, de trucs à lire, à voir, à écouter. On essaie de le faire à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc voilà, et quand vous rejoindrez les invertis, vous pourrez vous aussi écrire dans ce truc-là pour avoir des ressources pour se former. Et donc j'annonce demain un article sur l'extrême droite, enfin sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, fille à PD ou amie des homophobes. Donc voilà, lisez-le, partagez-le, ça nous a pris beaucoup de temps pour l'écrire, donc ça fait plaisir. Voilà.